Bonjour Pascal Huguet. Vous êtes docteur en psychologie, directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire de psychologie sociale et cognitive de Clermont-Ferrand. Vous avez notamment réalisé une étude sur les effets du numérique dans l'éducation. L'enseignement à distance cause Covid s'est considérablement accéléré. Quelles en sont les conséquences? Avant la crise, la question était déjà de savoir, avec la transition numérique, dans quelle mesure on peut faire fonctionner les technologies numériques à disposition, comment les faire fonctionner, puisque c'est une chose d'avoir de la technologie, c'en est une autre d'en avoir un usage utile, si possible agréable, mais surtout efficace. Et c'est ces questions-là qui sont posées. Qu'est-ce qu'on fait à l'heure de la transition numérique? Est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir une école plus performante, des collèges, des lycées plus performants, une école primaire plus performante avec les outils numériques? C'était ça les questions posées avant la crise. Et puis la crise a permis de faire monter tous ces questionnements en puissance, et un questionnement notamment qui est que lorsque, en situation de pandémie, on n'a plus accès justement aux relations sociales qu'on évoquait tout à l'heure, on n'a pas le choix, hein, on est obligé de passer par des technologies numériques. Avant la crise sanitaire, vous aviez déjà engagé des travaux sur la question du numérique à l'école. Quels en sont les résultats? Donc on s'est posé les questions de savoir quelles sont les influences de ces technologies numériques sur les apprentissages des élèves au niveau d'élèves inscrits dans le secondaire, collège et lycée. Mais avant de vous donner les résultats, je crois qu'il faut quand même comprendre quelle est la nature du débat autour des technologies numériques. Et si vous me permettez, j'aimerais rappeler que sur les technologies numériques, comme sur toute technologie qui démarre, on a souvent des positions radicalement opposées entre les réfractaires au numérique au sein même de l'espace de l'école, et puis ceux qui sont au contraire dans la fascination du numérique et qui passent leur temps à courir après la dernière technologie, après les dernières tablettes, après les derniers logiciels, etc. Et bon, comme d'habitude, la vérité est un peu au milieu. Il faut essayer de surtout s'interroger sur les usages du numérique. Encore une fois, les technologies en tant que telles n'ont pas un intérêt intrinsèque. Les usages des technologies doivent être pensés en amont et si possible testés scientifiquement pour savoir si oui ou non on a un gain avec les élèves. Donc nous, ce que l'on a fait dans cette étude qui portait sur 8000 élèves 2 ans avant le premier confinement a consisté à construire avec les enseignants ce qu'on appelle des STI, des systèmes tutoriels intelligents, qui permettent donc aux élèves de fonctionner sur leurs apprentissages en interaction avec un logiciel qui leur délivre des contenus qui ont été pensés par les enseignants, parce que là encore c'est très important. La technologie est une chose, mais il ne faut pas écarter les enseignants de la construction de cette technologie. Il faut vraiment les associer, il faut que ce soit un processus de co-construction. C'est ce qu'on a fait dans notre étude pour construire les tutoriels intelligents qui permettent aux élèves d'accéder à des contenus tout en leur renvoyant du feedback, c'est-à-dire que l'élève sait s'il a fait une erreur, s'il s'est trompé, s'il doit revenir en arrière, s'il peut aller au contraire un peu plus vite, et avec 3 chemins différents, du plus formalisé, par exemple sur des contenus mathématiques, les élèves qui ne sont pas allergiques aux X et aux Y, on leur balance des X, des Y, on a des contenus formalisés. Pour les élèves plus en difficulté, des chemins plus ludiques, avec des contenus plus concrets. L'objectif au bout, c'est de les amener au même niveau d'apprentissage que les autres, mais pas par les mêmes chemins. Parce que le problème fondamental, c'est que l'école propose des contenus uniformes, assez souvent à travers les manuels scolaires, les contenus sont uniformes. Or, la classe est hétérogène. La classe, elle est toujours hétérogène, sauf si on cherche à faire des groupes de niveau. Donc, la difficulté scolaire, elle est inscrite dans les données du problème. On propose des contenus homogènes, la classe est hétérogène. Donc forcément, on va écarter du chemin un certain nombre d'élèves. Les technologies numériques permettent d'organiser une pluralité des contextes d'apprentissage, c'est-à-dire que dans une même unité de temps et de lieu, on propose des objets d'apprentissage dans des formats différents, ce que ne peut pas faire facilement le prof. L'enseignant peut se répéter avec des mots différents pour être sûr que ses élèves le comprennent, mais certains jours il sera très bon pour le faire et d'autres jours un peu moins bon. Et on le comprend, c'est un métier difficile. Les technologies numériques, elles, on peut les faire tourner à foison autant qu'on veut, avec des contenus différents qui vont permettre de maximiser, si on pluralise les contextes d'apprentissage, de maximiser les chances que les contenus soient compris par tous les élèves, quelles que soient leurs caractéristiques. Comment avez-vous mené exactement cette étude?
Sur cette étude, on a donc proposé ces tutoriels intelligents sur des contenus très diversifiés, décidés avec les enseignants dans 8 disciplines différentes, et au total dans l'étude on a 8000 élèves. Mais ce qui fait la spécificité de cette étude, c'est qu'on ne s'est pas contenté de faire ça, même si ça a déjà été beaucoup de travail. On a comparé les résultats obtenus avec ces élèves confrontés aux technologies numériques à 2 groupes contrôle, les groupes témoins. C'est-à-dire que, évidemment, pour savoir si une méthode fonctionne, il est préférable d'avoir de gros échantillons et puis de faire des comparaisons avec des groupes contrôle. Donc la question c'était, est-ce que les technologies sont efficaces par rapport à quoi? Par rapport, par exemple, à des élèves qui n'ont pas été exposés à ces technologies numériques, mais à d'autres méthodes innovantes d'enseignement, mais qui ne font pas appel aux technologies numériques, et puis à d'autres élèves encore, qui eux n'étaient pas soumis à des méthodes pédagogiques innovantes, mais étaient soumis à la classe telle qu'elle se déroule de manière assez ordinaire. Ce que l'on trouve en ce qui concerne toutes les disciplines, par exemple scientifiques, en particulier la physique, la chimie, mais aussi la biologie, la technologie, c'est que les élèves de collège et de lycée bénéficient de ces technologies numériques par rapport au groupe contrôle. On a un gain d'apprentissage. Alors ce gain d'apprentissage, il est extrêmement intéressant parce que, je vous le rappelle, ces tutoriels intelligents, on les a fait fonctionner pas pendant le confinement, on les a fait fonctionner avant le confinement. Donc les enseignants faisaient cours et dans le groupe expérimental, ils bénéficiaient en plus des technologies numériques qu'ils pouvaient utiliser avec leurs élèves et qu'ils ont utilisé, ils étaient briefés pour ça, formés pour ça. Et ce qu'on observe, c'est que les élèves de ces groupes-là font un peu mieux et parfois même beaucoup mieux que les groupes contrôle en matière d'apprentissage. Ça, c'est extrêmement intéressant et en même temps, on a regardé si cette efficacité des technologies numériques dépendait des capacités cognitives des élèves. Alors, en particulier, une fonction qui est absolument essentielle pour l'apprentissage, c'est que pour l'apprentissage, il faut au moins 2 choses. Il faut de l'attention et il faut du feedback. Il faut avoir un peu d'attention pour quelque chose, et parfois même on apprend sans en avoir conscience, mais par contre l'attention est toujours nécessaire. Il ne faut pas confondre l'attention et la conscience. Il faut de l'attention, il faut du feedback. Des feedbacks d'erreurs, des feedbacks de succès, de façon à retenir ce qui marche, éliminer ce qui ne marche pas. De quelque chose qu'on ne connaît pas au début, on finit par l'automatiser. C'est exactement lorsqu'on apprend à conduire. Au début, on s'intéresse à tout, on ne sait pas ce qui est important, puis on automatise tout ça, et puis on finit par conduire en discutant, et parfois, hélas, en téléphonant, ce qu'il ne faut pas faire. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce que l'efficacité des technologies numériques, qui permettent aussi aux élèves d'accéder à un grand nombre d'informations, du texte, de l'image, des vidéos, est-ce que cette efficacité dépend de ce qu'on appelle la mémoire de travail? La mémoire de travail, c'est un peu la capacité à traiter une certaine information qu'on vous présente, à la mettre en mémoire tout en traitant d'autres informations. Ce qu'on fait toute la journée, à partir du moment où on se lève le matin jusqu'au soir, on fait ce genre de choses, c'est-à-dire on traite une information, on la met en mémoire, on essaie de ne pas l'oublier, on sait qu'on traite autre chose, et puis on va rafraîchir les traces en mémoire de façon à ne pas oublier, etc. Et il y a entre nous et entre les élèves, entre tous les sujets humains, des différences très importantes en matière de mémoire de travail. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la mémoire de travail, elle est très impliquée dans les apprentissages. Elle joue un rôle majeur. C'est même un des meilleurs prédicteurs de la réussite scolaire. Donc ça, c'est pas rien. Et on l'a mesuré. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que le bénéfice lié à l'utilisation des technologies numériques dépend aussi de la capacité de la mémoire de travail des élèves. C'est-à-dire que ceux qui bénéficient le plus dans leurs apprentissages, de l'usage de ces technologies sont ceux qui présentent les plus fortes capacités en mémoire de travail. Alors ça, il faut le savoir. Il faut savoir que si demain, parce qu'on est à nouveau confiné, les élèves n'ont que ça comme modalité d'enseignement, on peut fabriquer des inégalités qui tiennent cette fois aux capacités des uns et des autres en mémoire de travail. Et je dirais les différences interindividuelles en matière de mémoire de travail, c'est un principe de réalité. Voilà, il faut faire avec. Et l'enseignant, même s'il ignore ce que c'est que la mémoire de travail, l'enseignant, tous les jours, il est obligé de faire avec ça. Donc ça, c'est une première donnée qui est intéressante, avec donc un bénéfice. Tout le monde en bénéficie, mais surtout ceux qui présentent les plus fortes capacités en mémoire de travail, qui ont donc cette capacité de contrôle cognitif. C'est-à-dire de rafraîchir sans arrêt les informations en mémoire qu'ils savent devoir retenir tout en traitant d'autres informations. Donc cela se balade plus facilement sur les tutoriels. Des résultats intéressants, mais pendant le confinement, l'un des enjeux majeurs du distanciel est la fracture numérique qui est bien présente avec des difficultés d'équipement ou de connexion pour certains élèves. Selon votre étude, est-ce que le numérique renforce-t-il réellement
les inégalités sociales. On a beaucoup dit qu'avec le confinement, on fabriquait des inégalités, surtout en rapport avec le statut socio-économique des élèves. Il faut bien voir, et ça j'insiste, c'est très important. C'est un point absolument central du débat aujourd'hui, qui n'est pas toujours bien souligné dans les rapports officiels, qui est appréhendé parfois avec certaines confusions. C'est le fait que, évidemment, les technologies numériques peuvent créer des inégalités fortes entre les enfants de milieux favorisés et ceux de milieux plus favorisés, si les uns et les autres n'ont pas le même niveau d'accès aux technologies. Évidemment, si en situation de confinement, nous n'avons plus que ces technologies-là et que pour plein de raisons, en bas de la structure sociale, on a moins de moyens pour utiliser les technologies en question, forcément, on va enseigner plus aux uns qu'aux autres et on va fabriquer des inégalités. Mais ça ne veut pas dire que la technologie numérique en soi fabrique des inégalités. Encore une fois, j'y reviens, à niveau d'accessibilité équivalent aux technologies, la question c'est celle-là. À niveau d'accessibilité constant, a-t-on un plus, un bénéfice avec les technologies numériques? Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la réponse est oui, en tout cas dans ce gros projet. Et on a aussi d'autres raisons de penser, quand on consulte la littérature scientifique, qu'il y a en effet des bénéfices. Alors ce n'est pas nécessairement des bénéfices absolument extraordinaire, mais c'est des bénéfices intéressants pour l'enseignant quand on décide de faire fonctionner par exemple ces technologies numériques en fond de classe, c'est-à-dire qu'on fait normalement cours, on fait normalement la leçon, les exercices qui vont avec, et puis on réserve un temps pour par exemple les élèves les plus en difficulté qui vont pouvoir se confronter à nouveau au contenu via l'ordinateur, via un logiciel particulier. Et encore une fois, les technologies numériques sont intéressantes si on ne se contente pas de les utiliser simplement pour répliquer ce que dit l'enseignant. Pour l'instant, et c'est le deuxième point par rapport au confinement, on a utilisé les technologies numériques assez souvent dans leur modalité la plus faible, c'est-à-dire comme un moyen de communication avec un prof qui essaie de répliquer ce qu'elle ferait en situation ordinaire via les technologies numériques. C'est bien parce que ça permet d'atteindre l'élève en situation de confinement, mais on peut faire beaucoup mieux que ça avec les technologies numériques demain en situation plus normale, c'est-à-dire hors confinement. Et c'était un peu l'idée de cette étude. Un deuxième résultat donc important avec ces systèmes de tutoriels intelligents, c'est le fait que, et ça me semble très très intéressant, on ne réduit pas le gap, c'est-à-dire l'écart qui existe entre les élèves de milieux favorisés et ceux de milieux plus favorisés, on ne le réduit pas mais on ne l'augmente pas non plus. Et même ce que l'on observe, et ça c'est nouveau, et nous sommes en train de le publier, c'est que quand on fait travailler les élèves des milieux sociaux les moins favorisés avec les tutoriels intelligents, cela grimpe au même niveau que les élèves des milieux plus favorisés en enseignement traditionnel. Mais évidemment, comme les technologies numériques en question bénéficient à tout le monde, l'écart se déplace vers le haut. On ne le réduit pas. Simplement, ce qu'on arrive à faire, c'est à faire en sorte que les élèves des milieux sociaux défavorisés, avec les technologies numériques, rejoignent les autres, mais les autres, dans quelles conditions? Hors technologie numérique, c'est-à-dire dans les conditions d'enseignement traditionnel. C'est pas rien parce que, justement, le système scolaire, qui est une machine gigantesque, pensez un peu, 12 millions d'élèves, près de 9000 enseignants, un budget de 52 milliards d'euros. Comment on fait fonctionner tout ça? Il faut former les enseignants aux technologies numériques, il faut les former aux usages. Et ce qui est très important, et c'est vraiment mon message aujourd'hui, c'est que pour tester efficacement les usages du numérique, encore une fois, c'est pas le matériel en tant que tel qui compte, c'est l'usage, c'est ce que l'on en fait. On est tous d'accord là-dessus. Ce qui est moins évident, c'est surtout en France, la capacité que nous avons collectivement à soumettre les usages à la science. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut des données scientifiques qui nous permettent précisément de faire des comparaisons suivant la démarche expérimentale le plus possible, qui nous permettent de contrôler un certain nombre de facteurs, de mesurer finement des choses. On ne peut pas en rester à la question de la satisfaction des élèves qui pensent que oui, c'était marrant, c'est bien, oui, d'accord, mais est-ce que ça a changé leurs apprentissages? Les enseignants qui peuvent penser que, de manière impressionniste, que c'était plutôt réussi ou pas. La question, c'est à grande échelle, qu'est-ce que ça donne? Là, je veux dire, encore une fois, 12 millions d'élèves. À grande échelle, qu'est-ce que ça donne? Alors nous, on en a 8000, on n'en a pas 12 millions. Mais on est quand même sur des effectifs qui, pour une expérimentation grande échelle, sont en effet assez importants, intéressants à considérer. On n'a pas obtenu notre résultat sur 30 élèves, on l'a obtenu sur un échantillon important. Alors justement, vous disiez à grande échelle, qu'est-ce que ça donne? Quelles solutions apporter dans le futur pour développer intelligemment le numérique comme outil pédagogique? Quel rôle l'État peut-il jouer dans cette transition?
Alors précisément, l'étude dont je viens de parler, qui est l'étude IP3C, pour pluralité des contextes d'apprentissage, cette étude a été financée par les investissements d'avenir. C'est donc une étude qui a été assez fortement financée pour être réalisable à grande échelle. Et je pense qu'on va quand même plutôt vers ça, j'espère, avec un peu de stabilité, un peu de récurrence, vers la possibilité de financer des études grandeur nature, comme on fait des essais avec les médicaments aujourd'hui, on ne décide pas qu'un médicament est efficace à la petite semaine. Donc pour financer l'étude des usages des technologies numériques, nous sommes dans la révolution numérique. Nous avons 12 millions d'élèves, plus de 900 000 enseignants. On ne peut pas se contenter de bricolage. Il y a des innovations fantastiques à l'initiative des enseignants sur le terrain. Mais ça ne suffit pas, il faut une impulsion forte, stable de l'État, quelle que soit l'étiquette politique, pour étudier de manière sérieuse la question de l'efficacité des usages. Et c'est ce que pousse le Conseil scientifique de l'éducation nationale de Stanislas Dehaene, c'est ce que pousse la mission de Jean-Marc Monteil sur le numérique éducatif. Il faut absolument tester de manière scientifique les usages pour ensuite retenir les plus efficaces, former les enseignants sur ces usages de façon à non pas les remplacer, évidemment ce serait complètement stupide, mais de façon à compléter le répertoire des stratégies pédagogiques à leur disposition. Ça, c'est extrêmement important. On ne voit pas pourquoi on se passerait des technologies numériques si elles viennent compléter, qui plus est, efficacement, preuve à l'appui, les pratiques des enseignants. Le message est passé en tout cas. Merci Pascal Huguet.